Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. Dans son discours prononcé la semaine dernière à Mulhouse, Emmanuel Macron s'est dit prêt à lutter contre ce qu'il a appelé le séparatisme islamiste, un néologisme nouveau, et pour évoquer à la fois ce terme, pour réfléchir à ce terme et pour évoquer également cette menace d'une fragmentation de la société française qui était pointée du doigt. Nous sommes en compagnie de Marcel Gauchet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, historien, directeur d'études à l'EHESS et rédacteur en chef de la revue Le Débat. Que vous évoque ce mot, le mot de séparatisme? C'est un mot qui était employé déjà depuis un moment par les gens qui essayaient de décrire le type de phénomène auquel nous avons affaire dans des quartiers qu'on a qualifiés souvent de ghettos. On a parlé beaucoup de communautarisme à propos de ce qui se jouait comme dynamique sociale dans ces quartiers périphériques. Alors pour de bon. Séparatisme est un terme descriptif qui me paraît plutôt représenter un progrès intellectuel par rapport à communautarisme, parce que c'est une substitution, très clairement. Communautarisme ne voulant pas dire grand-chose dans un monde où les communautés n'existent guère en réalité. La difficulté que soulève ce terme tient uniquement à la composition de deux facteurs. Le facteur exclusion, on met des gens en dehors de la société normale ou générale, et le facteur repli. Séparatisme désigne la volonté de se mettre à l'écart au nom d'une norme qui est fondamentalement religieuse dans le cas. Là, évidemment, tout est dans l'appréciation de la pondération de ces deux facteurs. Qu'est-ce qui est premier ? La mise à l'écart ou la volonté de s'organiser en dehors de la société générale et de rester entre soi. C'est évidemment toute la dispute qui inévitablement naît autour d'un terme comme celui-là. Les uns mettront l'accent sur l'exclusion, les autres sur la volonté, au contraire, la dynamique d'un retranchement par rapport au reste de la société. Pourquoi dites-vous que les communautés dans notre monde n'existent pas, Marcel Gauchet? Parce que nous sommes dans un monde d'individus. Communauté veut dire quelque chose de très précis, si on emploie le terme un peu rigoureusement. Communauté, c'est l'organisation d'un groupe qui donne sa loi aux membres du groupe. Nous en sommes en général assez loin dans la description très banale qu'on peut faire de la vie sociale dans un pays comme le nôtre, y compris dans ces quartiers périphériques. La composante individuelle a largement le pas sur la loi du groupe, et les gens qui sont prêts à recevoir leurs règles et leur place du groupe auquel ils appartiennent sont très rares. Ça peut exister de manière périphérique, mais c'est vraiment pas la loi du monde où nous sommes. Et de ce point de vue-là, nous ne sommes pas dans un monde de communautés. Ou alors, quand ce sont des communautés, ce n'en sont pas vraiment. Ce sont des communautés affinitaires. On se regroupe par volonté personnelle de rejoindre des gens qui vous ressemblent. Mais c'est le contraire d'une communauté dans la rigueur du terme. C'est-à-dire que tout repose sur un choix volontaire, très individuel, étant entendu en plus révocable. On peut sortir de la communauté qu'on rejoint. On parle des communautés virtuelles, par exemple. Sur Internet, ce sont des communautés faites sur la base d'un choix d'adhérer à un regroupement quelconque qui peut être, alors qui peut concerner n'importe quel sujet, mais qui surtout vous laisse toute liberté d'en sortir quand vous voulez. La communauté, on n'en sort pas, on y reste, et c'est la communauté qui commande. De tels phénomènes existent peut-être encore dans la grande criminalité. Là, il y a des choses de ce genre. Mais vraiment, c'est la dynamique de nos sociétés tend à exclure le fait communautaire. Mais alors, la question... Dans la rigueur du mot, encore une fois. Alors, si on reprend toujours
la rigueur du mot, comme vous dites, la notion de séparatisme, le fait de vivre dans une société séparée. Et chez vous, Marcel Gauchet, la modernité et les conséquences qu'elle a eues fait que l'interstice pour vivre de manière séparée n'existe quasiment plus. Est-ce que, très peu, dans ce cas-là, ce terme a-t-il un sens? Est-ce qu'on peut vivre séparément de la modernité? On peut inventer une autre modernité, mais... on peut surtout croire qu'on vit en dehors de la modernité tout en étant pénétré par elle. C'est le cas de beaucoup de phénomènes de marginalité qui se veulent en dehors, mais qui sont en fait tout à fait dedans. Dedans, malgré eux. Et au nom, et malgré l'ambition de se mettre en dehors. Mais on ne sort pas comme ça du monde moderne. Il y faut beaucoup de réflexion et des intentions très rigoureuses. Quelques individualités dans le Grand Nord canadien peuvent peut-être se permettre ce genre de choix, mais il est difficile. Bon, mais alors, ça c'est très problématique, puisque le séparatisme, cela vise une existence religieuse en marge, par exemple, un islam radical. Marcel Gauchet, le salafisme, il est bien identifié. Et alors, justement, si je vous suis, si je suis les différents textes que vous avez consacrés aux faits religieux, ce que vous dites, c'est que finalement, aujourd'hui, une conversion, alors une conversion, c'est bien souvent un retour, ce qu'on appelle les born again aux États-Unis, donc un retour à une sorte de pureté imaginaire de l'islam, eh bien, ça ne fonctionne pas comme auparavant parce que l'individu sait très bien pourquoi il opère ce retour. C'est toute l'ambiguïté des prétendus retours du religieux dans le monde où nous sommes. Ce sont en fait des expressions de ce mouvement typiquement moderne qu'est la recherche par un individu de son authenticité. L'authenticité se trouvant dans l'identité religieuse à laquelle il adhère. Mais ça, c'est pas un phénomène traditionnel, c'est pas un retour de l'ancien, c'est typiquement une démarche moderne de réappropriation individuelle de l'ancien. C'est une manière d'aller dans la modernité contre elle. Mais le choix, la modernité, c'est l'ouverture des choix, y compris celui de s'y opposer. Mais il ne suffit pas de s'opposer à la modernité pour en sortir. Là est le piège. Ce qui veut dire que, par exemple, le voile intégral, qui pourrait passer à nos yeux pour médiéval, est en réalité moderne, si je vous suis bien? Alors, il y a toute une variété de cas. Il y a le voile imposé, ça existe. Quand vous avez la pression d'un micro-environnement où votre existence personnelle est plus ou moins en danger sur un plan ou sur un autre, si vous ne vous pliez pas aux caïds du coin, pour dire les choses, quelle que soit la nature de ces caïds. Et puis, il y a évidemment une gamme non négligeable, là je crois que toutes les bonnes études l'ont mis en évidence, d'un choix personnel. On est dans un phénomène complexe où il faut savoir distinguer les facteurs et où ils composent en général agréablement les uns avec les autres. Il y a le voile conformiste, si je puis dire, et il y a le voile affirmatif, qui est un acte de rupture personnelle par rapport à l'environnement. Où ça s'apparente au choix vestimentaire adolescent, où il s'agit de marquer son indépendance personnelle par rapport précisément à tout ce qui pourrait s'imposer comme une loi du groupe. On est dans des mélanges inextricables qui font toute la difficulté que nous avons à l'égard de ces phénomènes, qui interdisent les jugements univoques. Ce serait simple si nous avions une explication en béton qui s'appliquerait à tous les cas. Eh bien non. Nous avons tout un continuum qui est typique d'un phénomène qu'on connaît maintenant depuis longtemps, qui est la réaction à la modernité. C'est la modernité met en avant la capacité des individus de se situer au sein même du monde moderne, y compris le refus, y compris la sécession, y compris les marginalités de tous ordres. Nous sommes devant un spectre où, à chaque fois, il faut analyser les composantes exactes qui sont à l'œuvre. Il n'y a pas deux endroits identiques, si je puis dire. Mais alors, comment faire société dans ces conditions-là? Comment réussir à, justement,
non pas lutter contre le séparatisme si on ne retient pas ce terme, mais essayer d'aller à l'encontre de ces tendances d'individus tentés par une sécession ou la construction d'une communauté, fût-elle imaginaire. Personne n'a la martingale pour nous faire sortir de ce genre de situation. Nous faisons société parce que, fondamentalement, les appartenances objectives qui nous réunissent sont plus fortes que toutes les volontés subjectives de marquer telle ou telle particularité. Et dans ce séparatisme, quand le mot est employé à juste titre, on voit bien qu'on n'a pas affaire à des gens qui sortent de l'état social, qui sortent en général de l'obligation scolaire. On peut avoir des formes extrêmes, mais elles sont très marginales. En réalité, les gens sont dans la société et ont une manière de marquer leur écart à cette société. Mais ils sont dedans. Donc, ne disons pas que nous ne faisons pas de société. Nous faisons puissamment société. Mais nous le faisons d'une manière qui laisse le droit aux acteurs de dire « je ne suis pas dans la société », ce qui est parfaitement fictif, parfaitement onirique. Même en se repliant, on a toutes sortes, tous les exemples alors de ce qu'on appelait, à tort ou à raison, des communautés, rurales, à l'écart, loin des villes, loin des modes de vie consuméristes, etc. Vous vous apercevez que quand vous allez regarder de près, d'une manière ou d'une autre, ces gens sont profondément intégrés dans la modernité qu'ils récusent. J'emploie volontiers cette expression parce qu'elle me semble dire très bien ce qui est en cause. La modernité est un projet qu'on ne peut pas refuser. Alors on peut se croire qu'on le refuse. Ça, alors là, c'est très abondant. On peut croire qu'on va facilement s'installer en dehors, mais en réalité, non. Parce qu'il y a une prégnance qui est vraiment remarquable dans les rouages de nos sociétés, c'est qu'elles ont la capacité de tout absorber, y compris ce qui les conteste. Mais alors, que faire avec ces individus qui se pensent comme antimodernes et qui, d'ailleurs, sur le plan donc de leurs actions politiques, religieuses... C'est là qu'on peut les atteindre, évidemment. C'est là qu'il y a des lois républicaines. Il y a des lois républicaines qui s'appliquent, par exemple, à l'école. Et là, il faut veiller dessus. On ne discute pas un certain nombre de résultats scientifiques au nom du fait qu'on aurait la règle religieuse qui refuse ce genre de propos. Il y a une loi civile. On applique les lois de la République dans tous les territoires. Et de ce point de vue-là, nous sommes très très loin du résultat. C'est un fait. Quand on parle du territoire perdu de la République, on désigne une réalité parfaitement connue de tous les observateurs. Donc, je crois qu'il n'y a pas de miracle dans les solutions. On les connaît très bien. Le problème, ce n'est pas la nature de ces solutions qui appellerait un travail intellectuel particulièrement sophistiqué. C'est la volonté politique de les mettre en œuvre. Et ça, c'est une autre paire de manches. Pourquoi ? Pourquoi Parce que la facilité est toujours d'éviter ce qui va créer des incidents, des difficultés pratiques. On a affaire... Ces quartiers entre exclusion et repli, on le sait bien, posent un problème d'ordre public permanent. C'est toujours là qu'éclatent des troubles graves ou moins graves à tout propos. Donc il y a une démission virtuelle des pouvoirs publics devant cette difficulté au niveau local. Bon, mais quand vous dites que les lois républicaines doivent s'appliquer, est-ce que ça n'est pas aussi une vision alors, à laquelle on peut adhérer, mais qui aujourd'hui est de moins en moins partagée par les jeunes générations ? J'en veux pour preuve un sondage qui a été fait par le CNESCO sur une large échelle où on demandait aux élèves ce qu'ils pensaient de la laïcité. Et finalement, la laïcité, pour eux, c'était une forme de tolérance, je vais employer un terme, une forme de relativisme par rapport aux croyances de chacun. Chacun fait ce qu'il veut. C'est quand même une évolution notable de la conception de la laïcité. Écoutez, cet anarchisme naïf a toujours existé dans notre société. Il est devenu en phase avec un air du temps ultra permissif, ultra individuel. Mais
c'est une banalité qui est d'origine dans nos principes. Nous partons de ce mouvement spontané. La liberté, c'est chacun fait ce qu'il veut. Premier temps, ça c'est la conscience immédiate. Il n'est pas extraordinaire qu'elle soit, vu l'ambiance collective, très massivement présente dans les cervelles de nos jeunes adolescents, puisque c'était essentiellement de ceux-là qu'il s'agissait. Et puis, de deuxième temps, eh bien, la vie en commun, c'est la vie selon des règles débattues et adoptées en commun. Et puis là, c'est là où les choses commencent à devenir un peu plus délicates, mais c'est le mouvement de la philosophie moderne. On a quand même acquis ça, et je pense que ça reste un socle très solide, même si spontanément, la dynamique sociale pousse dans le sens, encore une fois, d'une sorte de permissivité générale et d'un relativisme complet, mais qui ne fonctionne pas. Oui, mais alors, le problème, c'est qu'il ne fonctionne. Nous sommes dans des sociétés où il y a une tension autour de l'idée de liberté. La liberté, c'est la loi commune adoptée en commun. Et la liberté, c'est en même temps les droits de chacun. Alors, il y a une tension qui est d'origine dans la vie de nos sociétés, mais qui est d'une banalité totale sur le plan intellectuel, et dont je ne doute pas qu'aucun enseignant français, puisque c'était dans le cadre scolaire en particulier qu'on envisageait la chose, ne sache très bien la traiter. Il est habitué à faire ce travail. Oui, mais alors, j'imagine bien que les enseignants le savent, mais s'ils se heurtent à des jeunes qui ont finalement une conception assez relativiste au point de penser d'ailleurs que Darwin n'est après tout peut-être qu'une option, puisque finalement chacun a la possibilité de croire ce qu'il veut. Comment va-t-on faire société selon des normes donc d'homogénéité, puisque c'était ça? Mais justement, une des choses qui réunissent nos sociétés, c'est le principe de la rationalité. Darwin n'est pas une option. C'est la seule option rationnelle, étayée, et que l'école est précisément là pour faire comprendre comme rationnelle, c'est-à-dire adoptable en raison par n'importe qui, dès lors qu'il accepte de faire la démarche. Oui, c'est encore une fois une difficulté consubstantielle à la nature de nos régimes, mais que nous sommes là pour veiller à maintenir. C'est la fonction de l'enseignement, faire comprendre ce que c'est, la différence qu'il y a entre une opinion personnelle et une opinion fondée en raison. C'est-à-dire qu'il n'est plus une opinion, c'est une vérité établie par une démarche ad hoc qu'il s'agit de faire comprendre. L'objet de l'école, il est là. Ne disons pas que c'est insurmontable. Ce qui s'est passé dans nos sociétés, c'est l'affaiblissement de la capacité des autorités en place, institutionnelle, à faire respecter ces données de base. Mais c'est une difficulté conjoncturelle qui ne me paraît pas soulever un problème dramatique sur le fond. On va continuer d'évoquer ces difficultés avec vous, Marcel Gauchet. On va voir si le séparatisme, alors pas sur le plan religieux, mais cette fois-ci sur le plan politique, cette société éclatée avec des règles politiques qui semblent changer, avec un parti, avec un gouvernement qui tente d'aller au bout d'une réforme des retraites avec les difficultés que ça suppose. Eh bien, vous nous direz dans quelques instants, Marcel Gauchet, quel est votre point de vue à ce sujet? Je rappelle que vous êtes philosophe et historien et que vous êtes rédacteur en chef de la revue Le Débat. Il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un excellent réveil. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Notre invité, c'est le philosophe et historien Marcel Gauchet, directeur d'études à l'EHESS et rédacteur en chef de la revue Le Débat. Je ne vais pas vous demander quelle est la philosophie du 49.3 Marcel Gauchet, mais plutôt ce que révèle cet épisode donc de réforme des retraites avec une grève longue et puis aujourd'hui une tentation de recours au 49.3. On voit bien que nous sommes dans une impasse qui se confirme. Le problème posé par ce projet de loi sur les retraites depuis le départ, c'est qu'il a révélé qu'elle avait été très insuffisamment préparée, que personne ne comprend bien les finalités réelles qu'elle poursuit. Il y a une dispute à ce sujet. Quand on engage un texte de cette importance, on met tous les atouts de son côté en amont
Or, visiblement, le gouvernement en a été incapable. Donc, on a eu une protestation dès qu'on a connu la teneur du texte, et cette protestation se prolonge à l'Assemblée, c'est assez facile à comprendre. Et on est à la limite, le détail de la bataille parlementaire et constitutionnelle est secondaire par rapport au malaise profond que ce débat suscite. Le malaise tenant à l'impréparation manifeste d'un texte de loi que la sagesse gouvernementale eût été de retirer en disant on verra après avoir effectivement effectué un travail qui manifestement n'est pas abouti. Alors les raisons d'une impréparation, il est compliqué d'en évoquer les causes avec vous, Marcel Gauchet, puisque j'imagine que philosophiquement, il est compliqué de comprendre pourquoi un projet de loi n'a pas été suffisamment préparé. Si vous deviez comparer cet épisode avec celui de 1995, que diriez-vous ? On retrouve une partie des mêmes ingrédients, c'est-à-dire d'abord l'ambition de tout mélanger. Problème spécifique de quelques régimes spéciaux, assez bien circonscrits, SNCF, RATP. Problème général de la philosophie et du dans 95, le système de santé et le système donc le système social dans son ensemble. Donc on retrouve une partie de la chose, et dans tous les cas, le même problème qu'on peut appeler le vice technocratique, c'est-à-dire des textes préparés dans un bocal technique où les gens sont très compétents, mais ont un regard purement financier et juridique sur des problèmes qui concernent la vie, au sens le plus concret du terme, des citoyens. Donc le décalage est complet. En vérité, nous ne savons pas gérer dans nos démocraties, en tout cas en France, de la manière la plus claire, le problème de l'État social, qui est à la fois un problème ultra technique, à la fois financièrement et législativement, et un problème existentiel pour la masse de la population. Et le joint entre ces deux dimensions ne se fait pas. De ce point de vue-là, la difficulté est récurrente. La technicité des problèmes, qui est obligatoire, fait qu'ils sont réservés à une élite très professionnelle, qui peut être une élite syndicale. Les spécialistes qui, au sein des grandes organisations syndicales, connaissent par cœur tous les rouages de la gestion de ces mécanismes extraordinairement opaques pour la plupart d'entre nous. Et puis d'autre part, une attente de population qui voit l'enjeu vital de ce que vont être leurs vieux jours, dans le cas des retraites, de ce que va être le soin, les soins dont ils vont bénéficier en ville ou à l'hôpital. Donc, je crois qu'il y a une sorte de réflexion sur la manière de faire comprendre les enjeux de ces systèmes sociaux hautement sophistiqués dont nous avons la chance de bénéficier, mais qui posent des problèmes de gestion redoutables pour toutes sortes de raisons, financières, démographiques. Nous ne savons pas faire ça. Nos démocraties ne savent pas le faire, et à chaque fois qu'on aura à redéfinir la règle du jeu qui n'a jamais été claire. Il faut, depuis le départ, quand on regarde les débats sur les origines de la sécurité sociale ou des régimes de retraite, on s'aperçoit que la difficulté est très ancienne. Nous ne savons pas bien ce que nous faisons, nous avançons dans le noir, nous touchons à des choses très profondes du point de vue du vécu des personnes, et de ce fait, à chaque fois, on débouche sur un psychodrame plus ou moins aberrant, parce qu'il y a une grande aberration dans cette discussion qui aboutit au 49.3 de tous les côtés. Le gouvernement est absurde dans sa démarche et l'opposition recourt au pire des procédés parlementaires qu'est l'obstruction. Appelons les choses par leur nom. Personne n'en sortira grandi. Marcel Gauchet, en 1995, la réforme des retraites a été l'occasion également pour la scène intellectuelle de se fissurer avec un divorce entre deux familles au sein de la gauche, celle qui était favorable à ce qu'elle appelait une réforme, et puis les autres qui étaient les détracteurs de cette réforme. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020 ? Rien d'analogue. Rien d'analogue, parce que, tout simplement, le monde intellectuel n'est plus ce qu'il était en 1995. Il reste une extrême gauche
qui sont de provenance révolutionnaire, même si pour qui l'opposition inconditionnelle à toute réforme qui conçue comme une réduction des acquis sociaux de l'époque du passé. Vous remarquerez d'ailleurs le changement que représente le fait de défendre des acquis par rapport au fait de se projeter dans un avenir amélioré. La chose qui m'a le plus stupéfait, indépendamment de la scène intellectuelle, dans la séquence que nous venons de vivre, c'est la déclaration de Philippe Martinez selon laquelle notre système de retraite était le meilleur du monde. Avouez que pour un révolutionnaire qui veut changer le monde, déclarer que ce que nous avons en acquis d'aujourd'hui est ce qu'on peut faire de mieux et que la suite ne peut être que pire, c'est assez étonnant comme environnement de philosophie. Mais je crois que le décrochage, en plus de la technocratique de ces affaires par rapport au monde intellectuel, est à peu près complet. Ce sont des mondes qui s'ignorent. Et sur le plan politique, en 1995, évidemment, le projet est retiré. Là, on peut imaginer qu'il aille à son terme. Votre regard sur Emmanuel Macron, le macronisme, est-ce que c'est un réformisme qui fonctionne? Est-ce que si c'est un réformisme, c'est une bonne chose? Ou au contraire, une manière d'asséner une politique au pays, à un pays qui n'en voudrait pas? C'est un réformisme qui n'a pas les moyens de ses ambitions, comme on le découvre au quotidien. Quel que soit le sujet, le cafouillage, même quand il n'est pas repéré nécessairement par un mouvement social qui attire l'attention du public sur lui, est la règle. C'est ça qui est le plus frappant. Le macronisme, c'est l'improvisation. Et ça ne suffit pas pour traiter des problèmes de cette ambition. Je crois qu'il y a eu une outrecuidance de ce mouvement par rapport à ses moyens réels. Il n'a ni le personnel, ni la réflexion, ni l'analyse en profondeur de la société française qui lui permettrait de mener à bien son projet. Donc c'est un constat qui me paraît se confirmer de jour en jour. On l'a vu très tôt, il est malheureusement de plus en plus évident. Mais est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'on a affaire à une impréparation idéologique? Une impréparation sur tous les plans. C'est un mouvement qui n'a pas son personnel. On voit très bien la difficulté à trouver les responsables en mesure de mener à bien des projets extraordinairement ambitieux. Il y a eu un phénomène qui a fait le succès d'Emmanuel Macron et de son mouvement. Nous allons faire ce que nos prédécesseurs étaient incapables de faire parce qu'ils étaient médiocres. Mais ils sont pires. C'est ça qui se vérifie parce qu'il ne suffit pas d'avoir des ambitions. Encore une fois, toutes ces choses sont très compliquées à gérer et supposent un travail de diagnostic sur les maux de la société française qui sont réels, un travail d'analyse politique des conditions dans lesquelles on peut faire évoluer ces problèmes qui vont de l'école jusqu'au système hospitalier, etc. Et sur tous ces sujets, on s'aperçoit que la capacité technique et politique n'est pas au rendez-vous. Mais pour autant, dans le monde moderne, est-ce que cette capacité technique est aussi importante que ça? Ce que je veux dire, je pense à l'exemple américain. Il y avait ce week-end un certain nombre d'articles sur la manière dont Donald Trump est perçu par ses électeurs. Et même s'il est un président relativement impopulaire par rapport aux autres présidents américains, il est aujourd'hui dans un pic de popularité aux États-Unis. On ne peut pas accuser Donald Trump d'avoir un logiciel idéologique, d'avoir une préparation aux choses du gouvernement achevée. Pourquoi président comme Donald Trump serait-il impopulaire, tandis qu'un autre, comme Emmanuel Macron, serait plutôt impopulaire, Marcel Gauchet? Je ne nous souhaite pas de bénéficier d'un échange qui nous amènerait Donald Trump à la place de notre Macron, que je préfère de beaucoup, je le dis tout de suite, quels que soient les reproches que je puisse lui faire. Donc, à mes yeux, il n'y a pas photo. Le succès de Donald Trump tient à un fait très simple, à mon sens, qui est qu'il donne une sorte de cap aux États-Unis par rapport à une politique de flottement qui flottait beaucoup dans un contexte où la mondialisation remet en question l'hégémonie américaine.
Trump, de manière d'ailleurs totalement illusoire à mon sens sur le plan pratique, est l'homme de la réaction contre le déclin américain provoqué par la mondialisation de façon tout à fait mécanique. Si les autres pays affirment leur puissance, leur capacité de développement, leurs ressources, évidemment que la place des États-Unis va reculer par rapport à la place solaire hégémonique qu'ils exerçaient. Donc, Trump répond à cette question qui est le drame de la conscience américaine aujourd'hui. Nous avons affaire en Europe et en France à une situation totalement différente où le besoin politique, si je puis dire, d'identification de la direction à suivre est complètement autre. Et de ce point de vue-là, Emmanuel Macron n'a pas été élu par hasard. Il a su donner ce qui apparaissait comme le cap prioritaire pour la France. La France a besoin de réformes sur un certain nombre de sujets. Et je crois que là-dessus, le consensus est très large. Mais quelles réformes ? Comment les fait-on ? Quelle est l'origine des problèmes qui créent ce besoin de réforme ? Et dans quelle direction faut-il aller ? Autant le diagnostic global, la France a besoin de réformes, il faut les faire rapidement, a recueilli un très large assentiment. Les taux de popularité d'Emmanuel Macron au début de son mandat étaient impressionnants. Et il était en phase avec une attente profonde de la communauté civique française. Mais il ne suffit pas d'avoir le cap. Et je pense d'ailleurs que le problème Trump est rigoureusement identique. Je pense que la direction générale peut plaire à un nombre significatif d'Américains. La manière dont cette politique est mise en œuvre, c'est toute autre affaire. Et là, je crois qu'on est, dans le cas français, typiquement devant une déception par rapport à une promesse. Alors des réformes, mais pas celle-là. C'est ça pour vous que les Français voudraient, Martial Gauchet ? Oui, je crois. Je crois qu'on voit qu'il y a une incapacité à bien apprécier les situations, quels que soient les sujets. Le malaise des enseignants, on ne peut pas dire qu'on y a répondu, même si Jean-Michel Blanquer a donné l'impression au départ qu'il était porteur d'une vision assez saine et informé des problèmes de l'école. Et puis on voit que ça ne marche pas sur le terrain, que ça ne répond pas aux questions posées. Comment l'analysez-vous justement ce malaise des enseignants, puisque votre vue, le débat s'occupe beaucoup de questions d'éducation, Marcel Gauchet ? Alors, la question est très compliquée, je n'aurai pas la prétention d'y répondre en une minute, mais il y a un problème, il y a un malaise social de l'éducation aujourd'hui, qui concerne l'ensemble des institutions qui s'occupent d'usagers publics dans ce style, qui n'est pas du tout pris en compte. Quel est, par exemple, un des malaises profonds ressentis par les enseignants ? Ils ne sont pas soutenus par leur hiérarchie face à une société qui exerce sur eux une pression infernale. Est-ce que Jean-Michel Blanquer a donné le sentiment qu'il avait entendu ? Est-ce que ça a changé quelque chose en pratique ? Pas du tout. Donc, parce que la question n'est pas simple à résoudre, c'est évident. On ne peut pas à la fois faire une école de la confiance consistant, si je puis dire, à donner le pouvoir aux parents d'élèves dans l'école, je caricature évidemment, et de l'autre côté, défendre les enseignants contre cette pression qu'on institutionnalise. Il y a une confusion dans la manière de traiter les problèmes qui est frappante dans ce domaine comme dans d'autres. La réforme du second cycle de l'enseignement secondaire, la fameuse réforme du bac, est une catastrophe ambulante dans la manière dont elle a été conçue, etc. etc. Il y a là aussi improvisation, et on peut dire n'importe quoi. Cette réforme est une usine à gaz hallucinante. Donc, il a fallu la bonne mine de Jean-Michel Blanquer pour la faire passer sans que personne ne regarde de trop près les effets sur le terrain. Mais quand ils finissent par se révéler, on s'aperçoit que vraiment, ça colle pas. Et ainsi de suite. Et je crois que quel que soit le domaine, on retrouve exactement les mêmes paramètres. Encore une fois, il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions, il faut être bon dans l'exécution. Et tout est là. Mais alors, si, selon vous, la France aspire à des réformes, quelle offre politique, quelle idéologie, bref, qu'est-ce qu'il y aurait comme
réformes possibles, proposées ou souhaitables, Marcel Gauchet? Il y en a beaucoup. Je pense que il suffit de reprendre le calendrier de la protestation sociale. Les institutions fondamentales du pays sont toutes en crise. De la police à l'hôpital, qui ne font pas le même travail, mais bel et bien, ils rendent un service important à la collectivité. Et les raisons de ce marasme ne sont pas faites, ne sont pas vraiment analysées, elles ne sont pas prises en compte. Du coup, on a l'impression en permanence de rustine sur des pneus crevés, si vous voulez. Donc, on colmate une fuite qui immédiatement réapparaît quelques centimètres plus loin. Et il faut bien le dire, nous sommes dans une situation de crise politique profonde parce qu'aucune offre politique ne paraît en mesure de répondre à ça. Il faut bien mesurer ce qu'a représenté l'élection d'Emmanuel Macron et le dégagisme dont elle s'est accompagnée. Au départ, le succès d'Emmanuel Macron, c'est un constat de faillite des gens qui l'ont précédé. Ils n'ont pas su faire ce dont le pays a besoin, même si le diagnostic reste vague. Il promet de faire ça. Il ne l'a pas fait. Je pense que le constat d'échec est assez acquis. Mais il n'y a pas d'offre alternative. C'est bien là où la question devient dramatique pour la vie politique de ce pays. Bon, mais alors, je voulais vous entraîner sur la question des comparaisons historiques, mais de la manière dont vous prenez les choses, Marcel Gauchet, vous allez me dire que la situation est absolument inédite. Si on songe, par exemple, aux convulsions du 19e siècle, vous avez particulièrement étudié le 19e siècle, Marcel Gauchet, est-ce qu'il y a un point de comparaison, par exemple, avec cette période où il y avait des velléités conservatrices, puis des velléités révolutionnaires? Est-ce que ça peut ressembler, par exemple, à des moments de ce siècle-là? Je ne le crois pas. Je crois que nous sommes dans une situation historique profondément inédite. Au XIXe siècle, vous avez par exemple une certaine plausibilité de la cause conservatrice. Pour beaucoup de gens, le retour à un système monarchique, aristocratique, clérical, où l'Église avait un rôle d'encadrement de la société, apparaissait comme quelque chose de tout à fait vraisemblable. Qu'y aurait-il? Où est le conservatisme plausible d'aujourd'hui? Il n'y a rien à conserver. Je crois que tout le monde est d'accord sur ce point. D'autre part, il y avait l'idée révolutionnaire qui attirait, par beaucoup de ses aspects, un large spectre d'opinion, parce qu'il y avait des révolutionnaires modérés, pour qui c'était la République, tout simplement, qu'il s'agissait de consolider, et des révolutionnaires radicaux, les diverses familles du socialisme et du mouvement ouvrier. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ce projet révolutionnaire, de ce projet de transformation sociale radicale? À peu près rien. Alors, nous avons la chance de vivre dans des démocraties globalement apaisées, au sens où tout le monde est à peu près d'accord sur la règle du jeu. C'est un changement radical par rapport aux sociétés du passé, où précisément la nature du régime dans lequel on vivait était la question centrale. Mais maintenant, nous sommes devant un problème plus terre à terre, mais plus difficile encore en réalité, qui est tout simplement de faire fonctionner des sociétés dont la règle fait consensus d'une manière qui réponde aux aspirations du plus grand nombre et à un bien commun. Et ça, nous ne savons pas de moins en moins le faire, étant donné la complication de la situation internationale. Que faisons-nous avec l'Europe? Quelle place de l'Europe dans le monde? Quelle place de la France en Europe? À toutes ces questions, d'ailleurs, Emmanuel Macron a essayé de répondre à sa façon. Aucune de ces réponses n'est véritablement mobilisatrice, ni ne trouve une incarnation concrète. Et dès qu'on descend au niveau de la gestion très pratique de nos sociétés, l'école, l'hôpital, toutes ces questions, les retraites, le système social au sens large, on s'aperçoit que nous ne savons pas faire. Bon, mais depuis pratiquement 1 an et demi, il y a en France un certain nombre de manifestations. Je vais vous laisser les qualifier, mais on peut en tout cas entrevoir une sorte de demande de
d'un autre système, d'une révolution. Bref, est-ce qu'il y aurait un terme qui convient? Celui de révolution n'a pas l'air du tout de vous satisfaire. Je crois qu'il n'est surtout pas adéquat. Justement, ce qui fait défaut manifestement dans le paysage, c'est l'idée même d'un projet collectif. Nous avons affaire à des demandes très souvent légitimes dans leurs principes, mais qui ne sont pas en mesure de proposer une traduction concrète, opérationnelle, qui fasse l'objet d'une majorité. Parce que c'est ça dont nous avons besoin dans une démocratie. Et nous n'avons pas évoqué, par exemple, une question comme celle de l'écologie. On voit bien que autant le consensus est large sur la question, autant la difficulté pratique d'avancer sur ce sujet est terrible. Et on peut craindre d'ailleurs que ça soit surtout un facteur de désagrégation même des démocraties par l'incapacité de s'entendre sur la manière de procéder. Pourquoi facteur de désagrégation? Parce que on voit bien que sur ce sujet, le consensus sur l'objectif s'accompagne d'un dissensus complet sur les moyens, à tous les étages. Dans le principe, décarboner l'économie, mais comment? Une taxe carbone, comme celle qu'on a vue adoptée par le gouvernement d'Édouard Philippe à propos des carburants, soulève immédiatement un concert de protestations qui sont légitimes dans leur registre. Et on va retrouver cette difficulté à tous les étages.